Il y a une tentation d'en faire un marché commun, uniquement ça. Et on voit que les derniers traités sont principalement consacrés à la concurrence, au renforcement d'une union économique et monétaire. Et tout ce qui était grande politique, par exemple la politique agricole commune, sont progressivement démantelés, démontés. Et ce qu'on appelle l'Europe politique reste largement dans les limbes, et c'est surtout des effets de discours. C'est la même chose pour l'Europe sociale. Ce sont surtout des mots, mais en pratique, on voit que effectivement, c'est surtout le grand marché qui domine la réalité de la construction européenne. Alors, les pères fondateurs, entre guillemets, hein, c'est une expression un peu bisounours, étaient des libéraux, effectivement. C'était comme Jean Monnet, des banquiers. Donc, ils étaient effectivement très préoccupés par la question des affaires, de la construction d'un marché similaire à celui des États-Unis. Mais c'était également des personnalités préoccupées par la paix, hein, on peut quand même le rappeler. Et dans son discours du 9 mai 1950, Robert Schuman, qui était le ministre des Affaires étrangères de la France, explique que faire la paix, faire l'Europe, c'est faire la paix. Donc il y a cette préoccupation. Cela dit, concrètement, les traités qui sont signés dans les années 1950 sont des traités libéraux, dont l'essentiel est consacré à la mise en place du marché commun. Donc il y a, si vous voulez, une différence entre des intentions qui sont effectivement très larges, comme la paix, la prospérité, et qu'on voit dans les préambules des traités, et le contenu des traités qui sont fondamentalement consacrés au marché commun et à la mise en place de l'ouverture des marchés. Est-ce que c'est l'Europe qui a fait la paix ou est-ce que c'est la paix qui a fait l'Europe? C'est ça la question, parce qu'on peut se demander si il y aurait eu la paix en Europe de l'Ouest, s'il n'y avait pas eu le parapluie américain, l'Alliance Atlantique. En grande partie, l'Europe communautaire est un produit de la guerre froide. D'ailleurs, elle a été dès le départ soutenue par les États-Unis, qui voyaient un moyen de renforcer le bloc de l'Ouest face à l'Union soviétique. Donc la paix, effectivement, l'Europe y a sans doute contribué, mais y aurait-elle vraiment contribué s'il n'y avait pas eu tout ce contexte international? Aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, on s'interroge sur le point de savoir si l'Europe est toujours un facteur de paix, dans la mesure où on voit quand même de fortes tensions sur le continent européen, d'abord des tensions sociales très fortes, euh, et une forme de guerre économique qui s'installe entre les États. L'un des reproches qui est fait à la construction européenne, c'est d'installer précisément une concurrence entre les peuples. Souvenez-vous de la rhétorique du plombier polonais. Bon, c'est vrai que c'est un peu crétin dit comme ça, mais ça montre bien qu'il y a une mise en concurrence des peuples, et ça, c'est jamais très bon pour maintenir des relations pacifiques. Ensuite, on voit que au-delà de ça, on a la construction d'une Europe militaire, hein, puisque le traité de Lisbonne, qui a été adopté en 2008, encourage les États membres à renforcer leur budget militaire et prévoit la mise en place d'une politique européenne de sécurité et de défense dont les objectifs restent assez flous. Effectivement, en 2003, lorsque les États-Unis décident d'attaquer l'Irak, au nom des soi-disant armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées et qui n'existaient pas, il était très frappant de voir l'Union européenne se couper en deux finalement. Il y avait à peu près la moitié des États qui étaient pour suivre les États-Unis dans cette aventure, et la moitié des États emmenés par l'Allemagne et la France, qui, au nom du respect de la légalité internationale, refusaient de suivre les États-Unis. Et pourquoi c'est frappant? Parce qu'on aurait pu penser, étant donné justement que l'Europe est censée être un produit de la paix et le défenseur de l'état de droit, que tous les États membres se lèvent comme un seul homme ou comme une seule femme pour s'opposer à cette guerre qui était illégale et qui en plus était très bête, hein, puisque il était certain qu'elle allait déstabiliser le Proche-Orient. Et il n'en a rien été, et on a vu l'Europe coupée en deux, ce qui a révélé non seulement des tensions,
mais sans doute une absence de convergence des États membres sur les notions de base, sur les valeurs fondamentales de l'Europe, alors qu'on pensait quand même, depuis une cinquantaine d'années, qu'on était ensemble sur le continent à peu près pour défendre des valeurs communes comme la paix, la justice, l'état de droit, les droits de l'homme, des choses comme ça. Et on s'est aperçu sur un cas concret que finalement il n'y avait pas consensus sur ce qu'étaient ces valeurs. Et on le voit plus récemment aujourd'hui avec les difficultés de l'Union européenne à s'accorder sur l'attitude envers la Hongrie, dont le gouvernement est aujourd'hui un gouvernement d'extrême droite. Et il n'y a pas consensus entre les États membres sur les sanctions éventuelles à adopter. Alors, les dirigeants parlent de l'Europe sociale, mais comme un produit de l'Europe économique. C'est-à-dire que dans les traités européens et dans les discours des dirigeants européens, l'Europe sociale doit venir comme conséquence de la réalisation de l'Europe économique. Et c'est un peu là que le bât blesse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automaticité entre les deux. C'est pas parce que vous allez réaliser un marché commun que vous allez aboutir à la prospérité et au bien-être social. Et on a là finalement le bug entre guillemets de la théorie libérale, parce que vous savez que la théorie libérale depuis qu'elle existe considère que le jeu du libre marché aboutit naturellement à une allocation optimale des ressources sur l'ensemble du territoire et que cette répartition équilibrée produit de la croissance et donc des avantages sociaux parce que ça produit de l'emploi. Mais en fait, l'histoire montre, j'allais dire depuis toujours, et en particulier l'histoire de la construction européenne, que ce n'est pas vrai, et que s'il n'y a pas une intervention plus volontaire de la puissance publique, il n'y a pas de répartition équitable des ressources. Et c'est un peu le problème de la construction européenne, c'est que les dirigeants européens sont d'accord pour faire le marché commun, si vous voulez, c'est le plus petit dénominateur commun, sur lequel ils s'accordent depuis pratiquement 60 ans, mais sortis de là, ils ne sont pas du tout d'accord pour défendre le modèle social européen, et concrètement, l'Europe sociale est sans arrêt repoussée au nom de l'urgence à réaliser les objectifs économiques d'abord. C'est pour ça que beaucoup commencent à penser qu'il faut une réorientation volontariste de la construction européenne, sinon on ne verra jamais l'Europe sociale. Alors vaste sujet parce que on est obligé effectivement de désigner des coupables. Dans les années 50, quand les traités ont été rédigés, donc ils étaient déjà extrêmement libéraux. Mais à l'époque, il y avait encore des États forts, des puissances publiques importantes, ce qu'on appelait des États-providence. Donc les effets libéraux des traités ne se sont pas fait voir tout de suite. C'est seulement à partir des années 70, 1970, quand il y a eu les chocs pétroliers, et puis surtout les années 1980, avec la vague de l'ultralibéralisme, Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher en Angleterre, que les traités européens vont produire tous leurs effets libéraux, et vous allez avoir les grands traités comme l'Acte unique européen de 1986, qui est un traité ultralibéral, et le traité de Maastricht en 1992, qui crée l'Union économique et monétaire, qui vont libérer, si vous voulez, les traités européens et ouvrir cette voie à un libéralisme débridé, c'est-à-dire la concurrence totale, l'ouverture des frontières, etc. Et alors les responsables de ça, malheureusement, sur la période des années 80, il y a bien sûr les grands gouvernements de droite libérale, j'ai cité Ronald Reagan pour les États-Unis et Margaret Thatcher pour le Royaume-Uni, mais en France, c'est François Mitterrand. Et la particularité finalement de la France, c'est que ce virage libéral, il a été mené sous l'autorité de personnalités socialistes. C'est Jacques Delors, membre du Parti socialiste, qui était président de la Commission européenne, qui est l'auteur de l'Acte unique européen, et c'est François Mitterrand qui est l'auteur, avec Helmut Kohl, son homologue allemand, du traité de Maastricht. Et François Mitterrand disait, en fait, il faut d'abord, et Jacques Delors aussi, terminer le marché commun, toujours cette mythologie. Il faut terminer le marché commun et ensuite on fera l'Europe sociale.
Le souci, c'est que l'Europe sociale, on ne la voit jamais arriver. Et le reproche qu'on peut faire aux dirigeants de l'époque, c'est qu'en fait, ils ont tout donné aux libéraux sans garantir les arrières de l'Europe sociale, c'est-à-dire que maintenant qu'on a tout donné, on n'a plus rien pour se défendre. Et les libéraux n'ont aucun intérêt à négocier puisqu'ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient. L'occasion a été manquée, certes, mais le problème des dirigeants européens, c'est que quelle que soit la réalité, c'est-à-dire la crise sociale, les votes comme celui de 2005, ils sont tellement convaincus d'avoir raison qu'ils passent outre. C'est-à-dire on a beau, c'est le cas aujourd'hui, leur montrer que la discipline de l'euro est trop difficile à suivre pour un certain nombre de pays comme la Grèce, le Portugal. En gros, il n'y a que l'Allemagne et le Luxembourg qui peuvent suivre les disciplines de l'euro. On a beau leur montrer ces réalités, on a beau leur montrer que les peuples ne suivent plus. Par exemple, les taux d'abstention aux élections européennes montent sans arrêt depuis des années. Les dirigeants européens sont tellement convaincus, c'est une forme de foi, si vous voulez, ils ont tellement la foi que la réalité ne compte pas. Donc ils poursuivent leur chemin. Et le phénomène extraordinaire, c'est que il y a une quinzaine de jours, le Fonds monétaire international, qui est quand même un des temples de l'orthodoxie financière internationale, a publié un rapport à New York disant que les politiques d'austérité menées en Europe conduisaient l'économie européenne dans le mur, conduisaient l'économie européenne dans le mur et risquaient d'entraîner l'économie mondiale dans la récession. Donc il y a une partie des tenants de l'orthodoxie libérale qui se rendent compte, mais les dirigeants européens restent complètement crispés sur leur conviction qu'il n'y a qu'une seule voie pour faire l'Europe. Donc j'ai tendance à penser qu'il n'y a pas grand-chose à attendre d'eux. Après, du côté des peuples, on sent effectivement une montée de la critique, voire des ressentiments. C'est-à-dire que en 1992, par exemple, quand on a eu le traité de Maastricht, tout le monde prenait la précaution de dire je suis européen. Aujourd'hui, les gens critiquent la construction européenne et ils prennent de moins en moins de précautions. Vous avez des gens qui disent qu'il faut quitter l'euro, d'autres quitter la construction européenne. Donc le discours se radicalise et on sent monter un ressentiment contre la construction européenne qui ne se traduit pas politiquement. Mais à mon avis, ce ressentiment ne se traduit pas politiquement parce que nos institutions et le jeu politique, le jeu des partis politiques fait que ce n'est pas possible. À mon avis, les institutions et les règles du jeu politique empêchent la réalité des opinions des citoyens de se traduire. Et c'est pour ça que j'en suis arrivée à la conclusion qu'il fallait réformer tout ça et changer de constitution. Le traité constitutionnel européen avait plusieurs défauts. D'abord, il souhaitait établir une constitution européenne en dehors des processus classiques, c'est-à-dire que normalement, une constitution est l'émanation de la souveraineté d'un peuple, et en Europe, on n'en est pas là, il n'y a pas de peuple européen. Donc on voulait de manière un petit peu procédurière imposer une constitution par le haut, alors que l'histoire de la démocratie depuis 200 ans, depuis les Lumières, c'est que les constitutions doivent être l'émanation de la volonté des peuples. Donc là, il y avait quelque chose de profondément choquant, et d'autant plus choquant que l'intention derrière tout cela, c'était de verrouiller la construction européenne. Les dirigeants européens ne voulaient pas une constitution comme ça pour garantir l'état de droit. Ils voulaient une constitution européenne pour empêcher tout retour en arrière par rapport aux décisions qu'ils avaient prises depuis 60 ans et qui étaient des décisions ultralibérales et fondamentalement antidémocratiques. Donc il fallait mettre un terme à ce projet. Et l'autre grand défaut, c'était que ce projet de constitution européenne entérinait le marché commun comme un bloc. C'était la fameuse troisième partie du traité, où on reprenait 60 ans de droit de la concurrence, 60 ans de libre-échange, qui, à partir du traité constitutionnel, aurait été scellé dans le marbre et qu'on n'aurait plus pu changer à partir de là. Et ça, c'était choquant parce que
Ça veut dire que le débat politique aura été phagocyté à partir de là, puisque les grandes options économiques auraient été figées et intouchables. Ce qui n'est pas possible. En démocratie, on doit pouvoir modifier l'orientation politique et économique des dirigeants. En 2005, non seulement il y a eu 55% de non, mais il y a eu presque 70% de participation. Donc il y a eu une vraie mobilisation. Donc les dirigeants ne peuvent pas dire que les citoyens ont agi sur un coup de tête. Il y a eu plusieurs mois de débat, un débat très approfondi. Les gens se sont infligés la lecture du traité qui n'était pas facile à décortiquer. Donc ça a été quelque chose de réfléchi. Et la réaction assez, j'allais dire, spectaculaire des dirigeants, ça a été de dire, eh bien, à partir de maintenant, on se passera de la vie des peuples. Ce qui est proprement, je dis spectaculaire, parce que normalement, en démocratie, tout doit reposer sur la volonté des citoyens. La démocratie, c'est pas uniquement quand ça arrange. Et là, il y a cette tendance des dirigeants européens à vouloir se passer de l'assentiment des citoyens. Et pour le traité de Lisbonne, donc qui était le frère jumeau du traité constitutionnel et qui a été adopté en 2008, les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de référendum. Parce que c'était en Irlande, c'était obligatoire. Hein. Dans la Constitution, il était prévu qu'il devait y avoir un référendum, donc ils n'ont pas pu y échapper. Et ça n'a pas loupé. Les Irlandais ont voté non. Mais pour les autres, ils se sont mis d'accord pour qu'il n'y ait pas de référendum. Donc on a depuis 2005 une construction européenne qui tourne ouvertement le dos à la démocratie, qui a fait le choix, au nom d'une espèce de raison d'État européenne, de se passer de la démocratie et du suffrage universel. Et c'est sans doute la première fois dans l'histoire démocratique, hein, depuis 200 ans, qu'on a un vrai pouvoir politique, le pouvoir européen, qui n'est pas responsable devant le suffrage universel. Donc on est dans une sorte de coup d'État permanent, extrêmement préoccupant, et d'autant plus préoccupant que l'Union européenne prend tous les jours des décisions qui ont des conséquences sur le destin et la vie quotidienne de 500 millions de personnes. En fait, il y a tous les jours des mouvements sociaux en Europe. C'est ça qui est frappant. C'est que dans tous les pays européens, il y a des manifestations, il y a des formes de protestation, il y a des mouvements pétitionnaires. Mais tout ça ne se cristallise pas. Effectivement, sur une revendication, on aurait pu imaginer que le traité de Lisbonne cristallise effectivement ce mécontentement. Il n'en a rien été. Je pense qu'en partie, les gens étaient découragés. Il y a eu un effet d'abattement. Les gens étaient aussi stupéfaits qu'on méprise la souveraineté populaire. Il y a eu un effet de sidération, si vous voulez, qui fait que les gens ont eu du mal à réagir. Ensuite, il y a eu une faillite de l'encadrement. Faillite de l'encadrement, c'est-à-dire que je pense que les appareils politiques et syndicaux ont profondément mal abordé cette période. Je pense par exemple en France à la pathétique expédition du candidat du non de gauche à l'élection présidentielle de 2007. C'était parfaitement absurde. C'est-à-dire ils ont commencé par se battre à deux, trois appelés, trois tondus, savoir qui représenterait mieux le non de gauche. Et en fait, par leur manœuvre, ils ont réussi à transformer 55% de non en 1,5% à la présidentielle. Tout ça parce qu'il y avait une erreur d'analyse fondamentale. Si le non de 2005 n'était pas un non de gauche, c'était le non du peuple français. Donc la solution n'était pas dans le clivage droite-gauche, elle était dans la réaffirmation de la souveraineté nationale, c'est-à-dire qu'on aurait dû, c'est pour ça que je pense à la faillite de l'encadrement, on aurait dû revendiquer soit la démission du président de la République, qui nous avait amené ce traité, soit la dissolution du Parlement, qui avait voté à 96% ce traité, soit les deux, soit la convocation de l'élection d'une assemblée constituante. C'était une solution politique qu'il fallait trouver, et pas une solution politicienne. Donc je pense que l'opposition au traité de Lisbonne n'a pas pu avoir lieu à cause de toutes ces erreurs d'aiguillage et à cause du fait que l'appareillage politico-institutionnel a noyé la représentation de la souveraineté populaire.
Le TSCG, le traité sur la stabilité, la coopération et la gouvernance, c'est effectivement une nouvelle étape de la perte de souveraineté des États, puisque là on passe à l'intégration budgétaire, hein, puisqu'il est prévu par la fameuse règle d'or, un contrôle sur les finances publiques des États. Il y avait déjà tous les 6 mois un contrôle informel de la Commission européenne sur les budgets nationaux. Maintenant, on a un contrôle régulier avant et après l'adoption des budgets nationaux. Et ce contrôle est fait par des technocrates ou des fonctionnaires, à la fois des fonctionnaires européens de la Commission, mais aussi relayés par des fonctionnaires nationaux. Mais ce qui est frappant, c'est que dans aucun cas, vous n'avez un contrôle politique, parlementaire, j'entends, ni démocratique. Surtout ça se passe véritablement dans des appareillages administratifs et technocratiques, sachant que le budget, c'est quand même l'outil fondamental de la nation, puisque c'est là qu'on décide des grandes politiques, des grandes orientations nationales. Et vous vous souvenez qu'au XVIIIe siècle, c'est par le contrôle budgétaire que la démocratie est née, en Angleterre d'abord, en France après, parce que c'est le premier pouvoir que les parlements ont obtenu. Donc là, on arrive à un retour en arrière extrêmement important, puisqu'on est en train de déposséder les parlements, et donc les citoyens, du contrôle sur le budget. Donc c'est effectivement une phase très, très importante, qui va être suivie d'autres phases, hein, puisque comme vous savez, après l'intégration budgétaire, il est prévu l'intégration bancaire, c'est celle qui est décidée, qui est discutée en ce moment. Et après, il y aura le gouvernement économique de l'Europe, dont a parlé le président François Hollande. Et peut-être qu'après, on aura des réformes politiques, mais c'est pas sûr. Il y avait déjà depuis Maastricht des formes de contrôle qu'on a vu à l'œuvre il y a presque 10 ans, lorsque la France et l'Allemagne étaient sorties des clous des critères de convergence de Maastricht. Il y avait eu un accord au Conseil européen leur permettant d'échapper à la sanction. Donc il y avait déjà avec Maastricht des formes de contrôle, ce qu'on appelle par les pairs, c'est-à-dire les gouvernements européens se surveillant eux-mêmes, avec quand même toujours bien sûr l'intervention de la Commission et de la Cour de justice. Donc le TSCG poursuit dans cette ligne, mais il renforce, et c'est ça qui est nouveau en revanche, le caractère automatique des sanctions. Alors qu'il y avait jusqu'à présent des possibilités d'arrangement entre les États, là l'idée c'est de rendre les sanctions automatiques de manière à ce que les États soient vraiment mis sous tutelle de procédures techniques, voire technocratiques, gérées ou coordonnées depuis Bruxelles. On constate, vous avez raison de le souligner, des rapports de force très très puissants en Europe, c'est-à-dire qu'au-delà du discours sur la solidarité européenne, puisque c'est au nom de la solidarité entre guillemets qu'on va au secours de la Grèce, au-delà de ça, vous avez en fait des rapports de force purs et durs, c'est-à-dire que on va pas au secours de ces pays, on les met sous tutelle et on leur impose des politiques d'austérité de manière très professorale, très autoritaire. Dans les couloirs, hein, les fonctionnaires allemands et français sont particulièrement méprisants envers les Grecs. Hein. Vous savez que en Allemagne, les pays du Sud, on les appelle le Club Med, parce qu'on les considère que ce sont des pays laxistes et pas du tout sérieux. Et on s'amuse de l'acronyme PIGS, qui veut dire cochon en anglais, et qui est Portugal, Italie, Grèce, l'Espagne. Donc tout ça est très méprisant. Et en fait, au lieu de la solidarité, on impose à des États politiquement faibles et économiquement fragiles des politiques qui conviennent aux pays les plus puissants et pour faire court à l'Allemagne. C'est la question fondamentale. C'est la question fondamentale parce que où on dit ils sont idiots, quand ils disent ça, on ne peut pas penser qu'ils sont idiots, ou ils ont des intentions. Moi, je pense plutôt qu'ils ont des intentions. C'est-à-dire que quand Pierre Moscovici, mais d'autres, hein, disent que l'Europe est démocratique, en fait, ça veut dire qu'ils ont une vision de la démocratie qui n'est plus la démocratie. Et d'ailleurs, ils utilisent de moins en moins le terme, si vous avez remarqué, ils utilisent le terme de gouvernance. En fait, les dirigeants européens
ne sont plus aujourd'hui des démocrates tels qu'on a connus il y a 200 ans, ce sont des adeptes d'un nouveau modèle qu'ils appellent la bonne gouvernance. Et qu'est-ce que c'est la bonne gouvernance? C'est une démocratie sans peuple. C'est-à-dire une démocratie dans laquelle on fait très peu d'élections sur les questions fondamentales. L'Europe est un exemple quotidien, c'est-à-dire dès qu'il y a un traité important, on le fait adopter entre soi, c'est-à-dire entre dirigeants, entre élus, mais on ne convoque plus les citoyens. En revanche, on a des comités d'experts à qui on va demander leur avis. Si on a un petit doute, on va consulter la société civile. La société civile, c'est donc des associations. Alors, ça peut paraître sympathique comme ça. Le souci, c'est que la société civile n'a pas de définition officielle. Si vous regardez dans les traités européens, vous avez 2 pages de liste de ce que contient la société civile. Et c'est absolument tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vous avez à la fois des associations sympathiques, je sais pas moi, de lecteurs, des associations de défense des pandas, etc. Et puis vous avez des lobbies de l'agroalimentaire, des sectes religieuses, des organismes patronaux. Tout ça, c'est la société civile. Et la Commission européenne, quand elle dit « je consulte la société civile », elle veut nous faire croire qu'elle est démocrate, alors qu'en fait, elle est en fait dans la cooptation de partenaires qu'elle a choisis et dont elle va écouter uniquement les éléments qui l'intéressent pour ensuite faire sa propre soupe. Et c'est ça qui est en train de se dessiner avec l'Europe, c'est un modèle de gouvernance, c'est-à-dire une démocratie sans peuple, où le débat est réduit à la portion congrue, puisque les grandes questions sont tranchées par des experts dans des cénacles restreints et les citoyens très peu consultés. Et ça, c'est le modèle de l'Europe, mais c'est aussi un modèle qui vient dans les États nationaux. C'est-à-dire que, à mon sens, l'Union européenne est un laboratoire, et petit à petit, dans les États nationaux, on va nous imposer la gouvernance, c'est-à-dire qu'on va avoir des parlements au pouvoir restreint et des élections de moins en moins, qui porteront de moins en moins sur les questions essentielles. C'est ce que vous appelez la méthode Monnet également? Voilà, Jean Monnet, l'un des pères fondateurs, entre guillemets, de la construction européenne, n'était pas un démocrate, hein, c'était un banquier qui ne jurait que par l'expertise. C'était un fanatique de l'expertocratie, et c'est lui qui a imaginé la Commission européenne. Et il a dessiné les institutions de la communauté européenne en 1950 sur cette base, c'est-à-dire, pour lui, l'institution principale, c'était la Commission européenne, qu'à l'époque on appelait la haute autorité, c'est-à-dire des experts non élus, choisis pour leurs compétences, entre guillemets, et qui gouvernent sans être soumis au suffrage universel. Et dans les premiers plans institutionnels, il n'avait pas prévu d'assemblée parlementaire, il n'avait pas prévu de mécanisme démocratique. Et toute la construction européenne est partie sur cette lancée, c'est-à-dire sur l'idée qu'il y a une espèce d'expertocratie qui peut diriger l'Europe loin finalement des grands débats qui font perdre du temps aux 10 experts. Alors ces initiatives citoyennes, à mon avis, c'est de la poudre aux yeux, parce que d'abord le terme est extrêmement abusif, parce que initiative citoyenne, ça évoque les référendums d'initiative populaire qu'il y a par exemple en Italie, et qui sont en fait des formes de pétitions qui imposent au gouvernement la mise au vote de lois. Donc ce sont des choses, des mécanismes obligatoires. En Europe, c'est pas du tout ça. L'initiative citoyenne, c'est une pétition, point barre. C'est-à-dire que vous réunissez 2 millions de signataires qui vont déposer un texte à la Commission européenne, mais celle-ci n'est pas du tout obligée de suivre l'avis des pétitionnaires. Elle lit le texte et ensuite, elle dit ce qu'elle en pense. Et récemment, elle a retoqué une proposition portée par des partis de gauche en disant qu'elle ne voyait pas l'opportunité de déposer un projet de directive. Donc c'est simplement un droit de pétition qui n'est pas du tout, qui n'a aucune influence concrète sur les institutions européennes. Donc il faut pas utiliser le terme d'initiative citoyenne, c'est très abusif et c'est un peu d'ailleurs agaçant de voir que certaines personnalités du camp progressiste marchent dans cette tromperie qui est de faire croire qu'on a un référendum d'initiative citoyenne en Europe. C'est pas vrai. On nous a juste confirmé un droit qu'on a depuis 200 ans, qui est le droit de rédiger des pétitions.
Le Parlement européen a acquis effectivement des pouvoirs très importants depuis 1951 et aujourd'hui il est codécisionnaire de beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il peut mettre son veto, en particulier au budget. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Le problème, c'est que ce Parlement est exclu de champs de compétences extrêmement importants, comme la fiscalité, par exemple, les ressources budgétaires, la politique étrangère, l'union économique et monétaire. Donc il a des pouvoirs importants, mais qui ne fonctionnent pas dans des champs de compétences essentiels, comme l'union économique et monétaire, la défense ou la fiscalité. L'autre chose qu'il faut signaler par rapport au Parlement européen, c'est que ce n'est pas un Parlement tel qu'on l'imagine chez nous, c'est dans les États nationaux, je veux dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de clivage droite-gauche au Parlement européen. C'est une instance qui n'est pas politique, au sens où on la connaît. C'est-à-dire que vous avez les grands partis, en gros les sociaux-démocrates et les libéraux, qui sont d'accord sur les grandes orientations et qui gouvernent le Parlement européen depuis plusieurs décennies maintenant. Il y a très peu de débats de fond, puisque les gens sont à peu près d'accord sur l'idée que l'Europe doit être en fait une Europe de marché, matinée d'un peu de social. Mais en dehors de ça, il n'y a pas de grand débat politique. Donc c'est une institution qui ne remplit pas le rôle de représentation des citoyens et qui, en plus, est entravée par le fait qu'il n'y a pas véritablement d'espace de discussion par manque de langue commune. C'est-à-dire que vous avez plus de 20 langues officielles dans l'Union européenne, et donc les débats sont extrêmement limités puisque la plupart du temps, les députés n'entendent que la voix des traducteurs. Donc c'est un Parlement important, certes, mais très loin de représenter les citoyens. Et à mon avis, il est très peu probable qu'il devienne un véritable Parlement représentatif, parce que l'Europe n'est pas une communauté politique, il n'y a pas de peuple européen qui légitimerait un Parlement digne de ce nom, capable de prendre des décisions d'intérêt général au nom des citoyens européens. D'ailleurs, tous les citoyens semblent, quel que soit leur pays, semblent préoccupés par cette question de la démocratie. Et quelque part, c'est triste à dire et c'est inquiétant, s'il y a certains gouvernements d'extrême droite qui fleurissent en Europe centrale et orientale, comme en Hongrie, c'est parce que ces gouvernements prétendent de manière très démagogique qu'ils vont rendre le pouvoir au peuple contre une Europe illégitime. Et c'est dramatique parce que cet argument est vrai, mais il profite à des gens qui sont en fait des ennemis de la démocratie. Donc j'aurais tendance à dire que la préoccupation de la démocratie est partagée, et il l'est également en Allemagne, hein, où vous avez beaucoup de citoyens qui s'inquiètent, même si leur pays est très puissant, du fait que tout ça se construit de manière non démocratique, ce qu'on appelle d'une manière assez laide d'ailleurs, le déficit démocratique. Alors en revanche, il n'y a pas de consensus sur la manière de démocratiser l'Europe. Là, effectivement, c'est là que le bât blesse. C'est-à-dire que vous avez en gros deux grandes tendances. Ceux qui pensent qu'on peut démocratiser l'Europe en renforçant les pouvoirs du Parlement européen. Vous avez par exemple des partis centristes ou les écologistes, par exemple, pour prendre des tendances un peu différentes, ou une partie de la social-démocratie européenne. Et puis vous avez des gens qui pensent que le cadre de la démocratie reste l'État-nation. Et si on veut démocratiser l'Europe, il faut commencer par renforcer les démocraties nationales et le contrôle des politiques européennes de chaque gouvernement, en particulier le renforcement des parlements nationaux. Donc, il y a ces deux tendances qui ne font pas consensus, qui divisent les partis politiques et qui divisent les États membres. On est piégé par les mots, c'est-à-dire ces mots-là, souverainistes, même nationalistes, c'est des mots qui ont été inventés par en fait les ennemis de ceux qu'ils désignent. Et donc ils ont une intention péjorative. L'intention péjorative, elle est en fait de faire croire
que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, l'Europe réelle, sont en fait des ennemis de la démocratie. Donc en fait, on veut réduire le débat à une alternative entre être pour cette Europe-là ou être un promoteur du fascisme ou un promoteur du goulag. Mais cette alternative est fausse, puisque il y a plusieurs façons de faire l'Europe. Entre les partisans de la construction européenne, vous avez différentes tendances. Par exemple, les fédéralistes sont divisés. Il y a des gens qui sont pour un fédéralisme sur le modèle allemand, d'autres sur le modèle suisse, d'autres sur le modèle américain. Au-delà des fédéralistes, vous avez des gens qui sont pour une Europe des États-nations. C'est une Europe quand même, l'Europe des États-nations, c'est-à-dire l'Europe d'Airbus et de ADS. Hein. Airbus, c'est un projet intergouvernemental fait par des États souverains dans les années 70. On peut pas dire que c'est pas une Europe, puisque vous avez une coopération entre des États européens qui a abouti à quelque chose. Donc on peut il peut y avoir différentes visions de l'Europe. C'est pas forcément une Europe fédérale, ça peut être une Europe de coopération de grands projets en faveur de l'environnement. Jacques Delors, par exemple, qu'on ne peut pas accuser d'être un souverainiste intégriste, dit, par exemple, qu'il faudrait une communauté européenne de l'énergie. Il critique les politiques d'austérité. Est-ce qu'on va dire que ce monsieur est un ennemi de la liberté? Donc il est faux, comme voudrait le faire croire José Manuel Barroso, que l'alternative, c'est seulement être pour cette Europe-là ou être un abominable fasciste. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais dire, c'est qu'il faut pas se laisser abuser par les mots nationalistes et souverainistes. La nation, historiquement, notamment en France, c'est quelque chose de progressiste. C'est-à-dire en France, au XVIIIe siècle, la nation s'affirme contre le roi. Elle s'affirme pour exprimer la souveraineté du peuple français. C'est pas du tout une nation frileuse, raciste. C'est au contraire une nation intégrative qui veut exprimer la souveraineté du peuple français. Et d'ailleurs, dans les premiers temps de la Révolution française, les étrangers ont le droit de vote. Donc aujourd'hui, le mot nation a été récupéré par l'extrême droite, qui veut en faire quelque chose de fermé et de raciste, alors que c'est pas du tout le cas, notamment dans l'histoire de la France. Peut-être le cas dans d'autres pays, c'est pas le cas de l'histoire de France. Effectivement, l'Europe des grands projets me semble une alternative qui mérite d'être étudiée, parce que là, on est dans la logique d'une Europe attrape-tout, c'est-à-dire, en fait, on fantasme sur une Europe intégrée qui ressemblerait à un État et donc qui s'occuperait potentiellement de tout, ce qui, à mon avis, est complètement irréaliste et dangereux. On va créer une espèce de superstructure ingérable. Donc, il me semble que l'idée de repenser la construction européenne autour de grandes thématiques qui nous intéressent, comme l'énergie, la lutte contre les grandes pandémies, l'agroalimentaire, la sécurité alimentaire, la lutte contre le chômage, la garantie des droits sociaux, ça me semble plus raisonnable et plus constructif. Et cette Europe-là, elle est tout à fait faisable, puisque malgré l'intégration européenne, les gouvernements restent quand même maîtres du jeu. N'importe quel État aujourd'hui peut dénoncer les traités européens. Il en a tout à fait le pouvoir juridique et il en a le pouvoir politique. La seule condition, c'est qu'il en ait la volonté et qu'il assume son geste. Parce qu'il est évident que si on dit « je renégocie les traités, je veux adopter d'autres traités », il faut convaincre ses partenaires et il faut assumer le risque politique de se fâcher avec un certain nombre de pays. Et ça, c'est la vie politique. Et on voit que des pays comme l'Angleterre, par exemple, ne craignent pas de se fâcher avec d'autres pays pour affirmer leur volonté. Et finalement, depuis une trentaine d'années, nos amis anglais ne s'en sortent pas mal. Finalement, ils profitent du marché commun sans en avoir les inconvénients. Et on voit également l'Allemagne qui n'hésite pas aujourd'hui, contre l'Europe entière, à affirmer ses positions. Le couple franco-allemand, il est largement devenu une fiction.
à mon avis. C'est-à-dire que il est le produit des circonstances. Dans les années 60, la France et l'Allemagne avaient besoin l'une de l'autre. La France parce qu'elle avait besoin d'un relais économique. L'Allemagne était déjà une grande puissance. Et l'Allemagne parce qu'elle avait besoin d'un relais politique, étant à l'époque un nain diplomatique qui n'avait plus, en raison des événements de la Deuxième Guerre mondiale, voix au chapitre sur la scène internationale. Donc il y a eu une alliance de circonstances qui venait sceller finalement la réconciliation des années 1950 destinée à empêcher toute nouvelle guerre. Mais on peut se demander si aujourd'hui la France n'aurait pas intérêt à nouer d'autres alliances, sans se fâcher avec l'Allemagne, il est hors de question de se fâcher avec l'Allemagne, mais on aurait peut-être besoin d'une alliance stratégique avec les pays latins. Sur l'échiquier politique, de droite et de gauche, si vous regardez bien, il y a certaines personnalités qui disent que les pays latins ont des cohérences économiques qui devraient les inciter à mettre en place des convergences noir sur blanc, dire sur le papier, et des stratégies communes face aux pays tels que l'Allemagne, qui ont des structures économiques différentes. Donc peut-être qu'il faut imaginer d'autres alliances, garantir peut-être notre flanc sud avec des accords sur la Méditerranée. L'Allemagne a elle-même, j'allais dire, sonné la fin de la récré, puisqu'elle elle s'est quand même alliée à l'Angleterre contre la France lors des dernières négociations budgétaires en janvier 2013. C'est une alliance entre Londres et Berlin qui a imposé à Paris le dernier budget. Donc c'est l'Allemagne qui a tiré la première pour l'instant. Je suis contre une assemblée constituante européenne parce que je pense que ça n'a pas de sens. Si vous voulez, les processus constituants ne peuvent pas être des choses imposées du haut. Une assemblée constituante européenne serait forcément imposée du haut parce qu'il n'y a pas de volonté généralement partagée dans les 28, puisqu'on va être 28 au 1er juillet, pays membres de l'Union européenne. En revanche, il me semble que des assemblées constituantes peuvent être faites dans les États-nations, puisque là, on a des communautés politiques construites, validées par l'histoire, c'est-à-dire que les gens se reconnaissent comme partageant à peu près un destin commun, qui rendent les décisions prises légitimes. Aujourd'hui, quand un président de la République est élu en France, même si on ne l'apprécie pas, c'est quand même le président et les institutions fonctionnent. Si demain on élisait un président de l'Union européenne à la majorité, serait-il considéré comme légitime par la plupart des Européens? Il y a de grandes chances que non. Parce qu'il n'y a pas de communauté politique qui font que les 500 millions d'Européens se considèrent comme faisant partie de la même famille. Donc c'est pour ça que je pense que les processus de refondation politique doivent s'effectuer d'abord dans les États-nations et ne peuvent pas passer par des jeux politiciens. Je ne crois pas du tout qu'un parti politique, quel qu'il soit, puisse mener le processus de refondation de la vie, de la démocratie dans un pays comme la France. Ça doit être un processus global lancé par l'élection d'une assemblée constituante hors des partis politiques actuels. D'une part, il va clarifier les positions de la France, parce que une assemblée constituante a pour mission de redéfinir non seulement les institutions, mais les grandes règles qui régissent le pays. Donc, les traités internationaux en particulier. Donc, l'avantage de l'élection d'une assemblée constituante, c'est qu'elle permettrait de clarifier noir sur blanc la manière dont la France s'insère dans le jeu européen et dans le jeu international. Et cela permettrait donc d'éviter que les dirigeants européens continuent un petit peu sur la lancée, sur une trajectoire qui finalement n'est jamais validée par le suffrage universel. Et l'Assemblée constituante redonnerait donc une voix à la France en précisant les objectifs que notre pays se donne. L'élection d'une assemblée constituante en France aurait pour mission fondamentale de réaffirmer la souveraineté du peuple français et de reconstituer un espace de dialogue politique sur les grands enjeux fondamentaux
dont les électeurs sont privés depuis des années par de faux débats et par un jeu politicien qui aboutit sans arrêt à noyer le poisson. L'élection d'une assemblée constituante, vu qu'elle se ferait sur des enjeux politiques et institutionnels précis, écarterait les enjeux de personnes et les enjeux politiciens qui empoisonnent la vie politique depuis des années. Ramènerait le débat sur les enjeux de fond. Qu'est-ce qu'on veut comme institution? Quel pouvoir on veut pour le Parlement? Quel mode de scrutin on veut? Quelle démocratie locale voulons-nous? Quel rapport avec l'Union européenne? Toutes ces questions-là seraient débattues et les représentants politiques choisis en fonction de ça et non pas en fonction de leur capacité à faire de grands effets de manche à la tribune ou à séduire les médias par des coups de gueule plus ou moins préparés. La Banque centrale européenne, vous avez raison de le souligner, c'est une instance composée de banquiers qui n'ont de compte à rendre à personne. C'est-à-dire ce sont des gens qui ne sont pas élus et qui n'ont pas de compte à rendre ni devant les gouvernements, ni devant les électeurs. Et on appelle ça l'indépendance, mais c'est en fait une indépendance vis-à-vis de la démocratie, qui est moins nette vis-à-vis des marchés financiers ou des grandes théories dominantes. Donc il est certain que si on veut refonder la démocratie en Europe, il faudra que la Banque centrale européenne, qui a un pouvoir considérable puisqu'il s'agit de gérer l'euro, soit d'une manière ou d'une autre responsable devant des instances politiques, c'est-à-dire des instances élues. Et ça c'est discuté régulièrement. Même Nicolas Sarkozy l'avait évoqué dans sa campagne présidentielle en 2007, parce qu'il avait proposé qu'on réforme les statuts de la Banque centrale européenne. Mais bon, c'était comme tout chez Nicolas Sarkozy, il y avait beaucoup de discours, et après, on ne faisait pas grand-chose. Mais il est certain que le contrôle de la Banque centrale européenne est un élément fondamental de la démocratie qu'il faudra aborder. La Cour de justice de l'Union européenne, c'est un problème un petit peu différent dans la mesure où ce sont des juges et que la plupart des tribunaux en Europe sont par définition indépendants. Donc il est logique que la Cour de justice de l'Union européenne soit comme la plupart des cours indépendantes. En revanche, ce qui est plus problématique, c'est qu'elle a un pouvoir très politique, c'est-à-dire que au-delà du simple contrôle du droit, depuis les années 1960, elle fait de la politique, c'est-à-dire qu'elle invente du droit. Quand elle est confrontée à un vide juridique, elle ne dit pas je suis désolée, je ne peux pas statuer, il y a un vide. Elle dit je vais combler le vide. Et c'est ainsi qu'elle a inventé des principes aussi importants que celui de la primauté du droit européen sur les droits nationaux. Elle a inventé ça comme ça. C'était pas écrit, elle a dit il est évident que le droit européen doit l'emporter sur les droits nationaux, ce qui a eu des conséquences très importantes, notamment d'écarter les lois. Aujourd'hui, le Parlement français peut adopter une loi, toutes les lois qu'ils veulent. Si la Cour de justice estime que cette loi est contraire au droit européen, la Cour de justice peut l'éliminer. Donc c'est là qu'il y a un problème, c'est que c'est une Cour qui en fait de la politique parce qu'elle s'immisce dans les vides laissés par les États membres. Donc il faudrait écrire noir sur blanc qu'en cas de vide juridique, la Cour de justice doit surseoir à statuer, ce qu'on appelle, c'est-à-dire renoncer à statuer, et transmettre par exemple aux parlements nationaux ou au Conseil européen pour décision. L'Union européenne continue effectivement sur la lancée libre-échangiste qui est prévue dans les traités dès 1950. La construction européenne doit contribuer à la libération des échanges mondiaux. Et donc le marché transatlantique, qui est un accord avec les États-Unis, prévoit l'ouverture du marché européen et du marché américain dans le cadre donc de la promotion du libre-échange. Ce qui est un petit peu problématique, c'est que dans cette avancée du libre-échange, l'Europe ne protège pas son propre marché. C'est-à-dire, l'Europe, au lieu d'être ouverte, elle est en fait offerte aux produits extérieurs, par exemple les produits chinois, les produits indiens, et elle n'imagine pas de protéger son marché, alors qu'elle l'a fait par exemple dans les années 60 avec la politique agricole, où vous aviez un protectionnisme agricole très fort, sans lequel il n'y aurait pas eu d'agriculture européenne.
C'est-à-dire qu'on mettait on subventionnait les agriculteurs et on taxait les produits agricoles qui arrivaient de l'extérieur du marché commun pour protéger l'autosuffisance du marché européen. Maintenant, on est dans un libre-échange à tout crin et on ne protège plus le marché européen. Ce qui fait que nos entreprises sont complètement soumises, ouvertes, offertes à l'arrivée des produits étrangers. Donc on se fragilise nous-mêmes. Et vous avez raison de l'évoquer, certains économistes estiment, comme Frédéric Lordon, qui écrit régulièrement dans Le Monde diplomatique, qu'il faudrait un protectionnisme européen, c'est-à-dire protéger certains secteurs, comme l'industrie automobile, les textiles, certains secteurs stratégiques, par des taxes. Et ces économistes disent que les États-Unis, la Chine n'hésitent pas, eux, à protéger leur marché. Les Américains sont les champions du protectionnisme sélectif, ils protègent leur sidérurgie, ils protègent leur agriculture, les Chinois pareil, les Indiens également. Donc il faudrait que l'Europe se dote de mesures protectionnistes sélectives pour protéger certains secteurs stratégiques qui permettraient à des pans de l'économie de se redresser et de favoriser l'emploi. Il faut reconstituer des espaces de dialogue, déjà, parce que depuis une trentaine d'années, on a été atomisé, c'est-à-dire que du fait de la crise sociale, des difficultés qu'on rencontre, on a tendance à se replier et à penser qu'on est tout seul. En fait, on est très nombreux à ne pas être satisfaits de ce qui se passe et à vouloir changer les choses. Donc il faut commencer par trouver des points de rencontre, des espaces de dialogue. À mon avis, ça ne peut pas être dans le cadre des structures traditionnelles. Il me semble que les partis politiques, les syndicats rencontrent un certain nombre de limites parce qu'ils sont fondés sur des clivages anciens et les solutions me semblent devoir être trouvées ailleurs. Et je crois beaucoup aux initiatives militantes locales comme celle de votre journal, comme celle qu'il y a dans les réseaux sociaux, dans les forums sociaux, dans les assemblées locales, dans des regroupements citoyens, dans des associations comme celle que j'ai créée, l'association pour une constituante, dans les clubs de lecteurs comme ceux des Amis du Monde diplomatique, des gens qui se réunissent pour discuter d'articles parus soit dans le Manière de voir, soit dans le Monde diplomatique, pour reconstituer petit à petit une vie intellectuelle, une vie civique libre. Et il me semble que c'est d'abord en reconstituant des espaces de dialogue et d'échange qu'on se prépare finalement au changement politique. Parce que de toute façon, on voit bien que le système arrive à un terme. De crise en crise, à un moment donné, on n'arrivera plus à colmater. Donc les choses vont craquer. Et il faut que les citoyens soient prêts, intellectuellement, à occuper l'espace qui va être libéré par la crise qui va éclater. Donc je crois beaucoup plus à des initiatives de proximité qui au départ peuvent paraître faibles, mais qui en fait mises bout à bout, parce qu'il y en a des milliers, voire des millions dans toute l'Europe, vont déboucher sur une reconstitution de la pensée politique. Et donc reconstituer la communauté politique permettant de refonder la démocratie. Que c'est ça qu'il faut faire, refonder la démocratie avant de vouloir refonder la vraie gauche, la vraie droite ou je sais pas quoi, ou le vrai centre. C'est d'abord refonder une vie politique libre qui est la priorité.